Valérie Tilman, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, enseignante, et vous vous êtes intéressée à un texte qui est sorti en juin 2020 des instances européennes et qui est, disons-le, assez ahurissant, orwellien, qui s'appelle « Lutter contre la désinformation concernant la Covid-19, démêler le vrai du faux ». Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce texte? Oui, tout à fait. Donc, c'est un texte dont le sujet est la désinformation en matière de Covid, mais en réalité, le cœur du sujet, c'est vraiment la liberté d'expression. Et donc, le droit à la liberté d'expression, comme on sait, c'est un droit qui est inhérent à la démocratie. On le retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention universelle des droits de l'homme. Donc, c'est vraiment un droit fondamental qui n'est pas absolu pour autant, puisque ce droit à la liberté d'expression est quand même soumis à toute une série de limitations, des limitations qui sont parfaitement légitimes. Mais le problème, c'est qu'on constate depuis un an qu'il y a des initiatives de censure qui, elles, sont totalement illégitimes. Je vais revenir après au texte de la communication, mais je vous explique dans un premier temps, je vais citer quelques-uns de ces exemples de censure illégitime. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a assisté à des suppressions de comptes, par exemple sur Facebook, de comptes d'utilisateurs qui contestaient les mesures gouvernementales. Sur YouTube également, on a assisté à pas mal de censure, à des suppressions de vidéos de médecins qui, par exemple, ne partageaient pas les discours officiels. Alors il faut savoir que sur certains réseaux sociaux, YouTube, Twitter, même sur Google News, en fait, il y a désormais, depuis quelques mois, une interdiction de certains contenus qui contredisent les consensus des autorités sanitaires locales ou de l'OMS. Et donc, la conséquence de tout cela, c'est que des dizaines d'articles, des dizaines de contenus, de vidéos, malgré le fait qu'elles soient parfaitement licites, se sont retrouvés censurés. Alors on pourrait parler aussi des obstacles au journalisme indépendant, du fait par exemple des micros par exemple malencontreusement coupés en conférence de presse, ou du média France Soir qui pour le moment craint la censure. Donc je peux également vous citer l'exemple de ce policier belge chargé de traquer les fake news et interviewé dans un article de la RTBF. Qui nous apprend que selon sa hiérarchie, en tout cas selon les instructions qu'il a reçues, on aurait le droit de dire dans un poste qu'on ne porte pas le masque, mais par contre on n'aurait pas le droit d'appeler une partie de la population à ne pas porter le masque. Alors je cite les paroles de ce policier en prétextant n'importe quoi, car selon lui donc ça pourrait porter préjudice en matière de santé. Et donc ce qui ressort de ce principe, c'est très clairement que les arguments, même rationnels, même scientifiques, qui permettraient de contester certaines mesures et orientations politiques, ne sont désormais plus admises. Et alors un dernier exemple, vraiment interpellant également, c'est la nouvelle parue fin de la semaine dernière de l'Ordre des médecins, qui s'autorise désormais à poursuivre les médecins qui contesteraient ou qui émettraient des doutes par rapport au vaccin contre le Covid. Donc on est dans un contexte de censure, manifestement, et cette communication donc, de l'Union européenne, sur laquelle je reviens, donc, essaie de lutter contre ce qu'elle considère comme de la désinformation. Mais il faut savoir que cette communication, en fait, n'est qu'un petit élément, un élément important, mais un élément dans une stratégie européenne beaucoup plus vaste qui concerne la sécurité, les menaces hybrides et la désinformation. Et donc, cette stratégie, elle s'est fortement développée, notamment au mois de décembre, sur ce point. Donc il existerait une sorte de ministère de la vérité qui nous dirait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, sous quels critères, ça on les cherche encore, mais c'est quelque chose qui préexistait avant au niveau de la Commission européenne, mais qui a pris énormément d'ampleur, je suppose, avec cette crise, la période Covid. Avec cette crise actuelle. Maintenant, la question des menaces hybrides, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années. Oui, c'est quoi ces menaces hybrides? Un nouveau terme de la novlangue ou... Voilà. Alors, si on va voir dans les textes européens, qu'on cherche une définition, en fait, on se rend compte que finalement, les menaces hybrides, eh bien, ça désigne à peu près
tout ce qui peut être assimilé à une menace, y compris la désinformation. Donc c'est très vague. Et par exemple, les services de renseignement belges identifient des menaces, des stratégies de désinformation qui seraient dirigées par les Russes ou les Chinois, avec pour objectif, je cite, de déstabiliser l'Occident ou d'affaiblir l'Occident. Et ils identifient également sur les réseaux sociaux pas mal d'utilisateurs et de groupes qui chercheraient à saper l'autorité du gouvernement. Mais donc là-dedans, une parenthèse juste, on peut très bien mettre des terroristes, voilà, comme un journaliste qui interviewe par exemple quelqu'un qui parle des vaccins, et cette personne ne va pas tenir le discours du gouvernement et des scientifiques patentés du gouvernement. En tout cas, ils sont sur le même plan. Ils sont tous... la lutte contre le terrorisme, le terrorisme fait partie des menaces hybrides, tout comme la lutte contre la désinformation en matière de Covid-19. Okay, donc ils font aussi une distinction... dont on a du mal à trouver justement sur quels critères ils se basent, mais entre la désinformation et la mésinformation. Oui. Alors la désinformation, c'est le fait de diffuser une information considérée comme erronée. Par eux. Oui, mais avec l'intention de nuire, avec l'intention de causer un préjudice. Et c'est vraiment cette désinformation que vise la communication. Mais la communication donc, de l'Union européenne dont on parle est un peu plus vaste puisqu'elle cherche également à lutter contre la mésinformation. Et la mésinformation, comment est-ce qu'on peut la définir? Mais également comme une information considérée comme erronée dans l'espace public. Mais sans intention. Mais sans intention en plus de nuire. Donc oui, voilà. D'accord. Donc ça veut dire que non contente de lutter contre la désinformation à visée préjudiciable, l'Union européenne risque également de tenter de lutter contre la mésinformation, c'est-à-dire contre la liberté d'expression finalement, contre le fait de parler et de dire quelque chose qui ne leur plaît pas. Voilà, oui. Voilà. C'est énorme. Et comment l'Union européenne compte-t-elle lutter contre ces désinformateurs Alors, si on retourne voir les textes, on voit que c'est avec la collaboration des réseaux sociaux, avec la collaboration, c'est pire encore, des moteurs de recherche. Donc réseaux sociaux, Twitter, Facebook, voilà. Instagram. Exactement. Donc les médias alternatifs qui sont sur ces réseaux ont de quoi craindre aussi. Oui, tout à fait. Okay. Donc avec la collaboration des moteurs de recherche, c'est encore plus effrayant. Avec la collaboration des médias dits professionnels, donc ça veut dire pas les autres médias. Ok, ils le disent clairement dans le texte, oui, médias professionnels. Voilà, médias professionnels, c'est l'expression qu'on retrouve dans le texte. Et alors avec des mesures réglementaires et répressives qui sont annoncées clairement dans ce texte. Répressives, des risques en matière de désinformation. Donc répressives, des risques d'amende, de prison. Oui, c'est pas précisé, mais voilà. Ok, ça fait peur. Alors le problème, c'est que cette lutte de l'Union européenne contre la désinformation risque peut-être de déraper. Enfin, je pense qu'elle est déjà en train de déraper. Elle risque d'étouffer tout discours critique, tout débat public, non seulement en matière politique, donc tout débat citoyen, mais également en matière scientifique. Vous appuyez sur quels éléments pour soutenir Alors, donc je vais retenir 4, il y en a probablement d'autres, mais je vais vraiment partir de la communication et pour retenir 4 éléments. Alors, premièrement, cette communication révèle que désormais, les plateformes, donc, dont on parlait tout à l'heure, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, vont devoir favoriser, à partir de maintenant, les informations, et là je cite, les informations exactes et provenant de sources faisant autorité. Alors, quelles sont ces sources qui sont censées faire autorité d'après l'Union européenne? Elles sont citées aussi. Il s'agit de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de nouveau des médias professionnels et il s'agit des autorités sanitaires locales. Alors sur ce point, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire quelques remarques, parce que l'indépendance de l'OMS, elle a quand même été mise en question
quelquefois, et pas seulement dans le cadre de cette crise-ci. On sait que Bill Gates, notamment, est un des principaux pourvoyeurs de fonds de l'OMS et les firmes pharmaceutiques privées. Oui. Alors, les médias professionnels, on sait aussi qu'ils sont quand même pour la majorité, si pas pour la plupart, détenus par des groupes d'intérêt. Donc, en matière d'objectivité, voilà, on pourrait faire mieux. Prétendre s'appuyer sur des sources qui font autorité, mais finalement, c'est simplement faire appel à l'argument d'autorité, qui n'est pas un argument scientifique. Alors, remarque supplémentaire, un consensus de scientifiques, ça ne signifie pas nécessairement un consensus scientifique global. Si les scientifiques qui s'expriment, qui sont amenés à s'exprimer de façon officielle, sont par exemple animés, même inconsciemment, d'une certaine vision du monde, ou plus prosaïquement, de certains intérêts. Et enfin, promouvoir uniquement des sources présentées par l'autorité elle-même, donc par l'Union européenne, comme faisant autorité, là je pense que ça pose vraiment un problème démocratique, surtout quand les personnes qui contestent ces sources ou les informations qui proviennent de ces sources sont elles discréditées automatiquement dans l'espace public. Donc ça c'était pour le premier élément. Second élément, la communication déplore que la mésinformation et la désinformation entourant les vaccins contre le Covid puissent éventuellement compliquer leur déploiement. Alors, il est possible que ce soit le cas, mais on peut également apporter des objections par rapport à cette remarque, à cet argument de l'Union européenne. Parce que les objections en matière de vaccins contre le Covid ne sont pas uniquement dues à la désinformation ou à la mésinformation, elles sont également issues de milieux scientifiques et de spécialistes. Et donc le citoyen, je pense, a quand même le droit d'avoir accès à une information complète pour pouvoir se faire une opinion en connaissance de cause, une opinion éclairée. Oui, sauf si leur objectif est justement le déploiement des vaccins. Alors si leur objectif est le déploiement des vaccins, oui, ils vont essayer on dirait vraiment que c'est ce qui se passe, de contrer toute information, même pertinente, qui irait contre ce déploiement. En tout cas, c'est contraire à notre droit à l'information objective. Alors, un point supplémentaire, c'est que la communication ajoute que les décisions politiques doivent désormais être fondées sur les conseils des scientifiques et sur les conseils des professionnels de la santé. Alors de nouveau, oui, c'est légitime, tant que ça ne l'est qu'en partie, tant que les décisions politiques ne se basent qu'en partie sur les conseils des scientifiques, parce que l'avis des citoyens n'est pas uniquement, ne se résume pas au sanitaire. Voilà, au sanitaire. Et donc, et le sanitaire lui-même ne se résume pas uniquement à la lutte contre le Covid. Donc d'autres avis doivent être pris en compte. Tout se résume à ça pour l'instant. Hein. Pour le moment, tout se résume à ça. Et il ne faudrait pas négliger non plus tous les aspects non transparents qui sont liés au discours scientifique. Et là, je pense quand même aux intérêts commerciaux qui sont évidents. Aux brevets qui représentent actuellement des milliards d'euros, aux lobbies qui sont extrêmement puissants et aux conflits d'intérêts dont on parle quand même depuis quelques mois, et à la fraude scientifique qu'on aurait tendance parfois à sous-estimer, mais dont pas mal d'articles démontrent qu'elle est tout de même assez répandue. Qu'est-ce qu'on peut en fin de compte tirer à la lecture de ce formidable document que nous ont concocté les instances européennes ? Alors, il semble que manifestement le projet de l'Union européenne soit d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'expression. Et donc ça, c'est quand même grave. Alors des restrictions face à ce qu'elle considère elle-même comme de la désinformation préjudiciable. Et donc on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il risque d'advenir aux chercheurs qui n'aboutissent pas aux mêmes résultats qu'aux résultats qui correspondraient au discours officiel. Qu'est-ce qui peut advenir aux professionnels de terrain, médecins de terrain, psychologues de terrain, qui n'observent pas des faits qui correspondent de nouveau au discours officiel ? Donc à toutes ces personnes, journalistes, militants en faveur des droits de l'homme, groupes de citoyens, qui pourraient énoncer des analyses critiques et contradictoires éventuellement avec le discours officiel,
et qui pourrait justement être considérée comme préjudiciable pour l'autorité politique et sanitaire, eh bien la communication a des réponses par rapport à cette question. Donc elle révèle d'une part que les médias sociaux vont être diligentés pour rechercher les auteurs de désinformation et pour les dénoncer au pouvoir public. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, elle révèle que des dispositions légales vont être prises ou renforcées dans les États membres qui en auraient peut-être déjà. Donc des dispositions légales en matière de désinformation. Et troisièmement, elle nous apprend qu'une armée de fact-checkers, donc de vérificateurs de faits, va rétablir en quelque sorte la vérité officielle, essentiellement à travers l'Observatoire européen des médias numériques, mais aussi évidemment à travers les médias professionnels. Tout cela est très démocratique. Voilà, et donc tout cela peut nous faire douter, en tout cas c'est peut-être pas la voie, c'est sans doute la voie la moins démocratique qu'on puisse imaginer. On pourrait parler du terme désinformation en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire dès lors qu'elle est identifiée par une autorité supérieure? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fin de compte dans un monde parfait et décent face à la désinformation? Ça existe toujours la désinformation mais... Oui, donc la désinformation, c'est vrai qu'on vit à une époque où il y a de la désinformation. Elle est multipliée par les réseaux sociaux, par Internet. Mais d'un autre côté, Internet multiplie également notre accès au savoir et notre accès à l'information. Donc on ne peut pas seulement voir le côté négatif des choses. Et par ailleurs, la désinformation, elle a toujours existé. Et donc si vous prenez une perspective historique, vous verrez que les erreurs, la propagande, la désinformation et même les mensonges ne sont pas uniquement le fait des groupes de pression, mais peuvent également être le fait de l'autorité politique. Et donc ça, des exemples dans l'histoire ne manquent pas. On peut parler des tyrans démagogues dans l'Antiquité, on peut parler de la propagande de guerre à toute époque. Et donc la propagande, les erreurs proviennent aussi de l'autorité scientifique. Il suffit, on en a déjà parlé de toutes ces études scientifiques qui sont financées par des lobbies, par le passé, mais encore aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle des contre-pouvoirs sont vraiment nécessaires. Et pour que ces contre-pouvoirs puissent s'exprimer, la censure, ce n'est pas l'idéal. Donc c'est vraiment par le débat, par la mise en présence d'une multiplicité d'analyses, dont certaines, c'est vrai, vont être fausses, peut-être idiotes ou peut-être inappropriées. Mais c'est par la mise en présence de ces différentes analyses qu'on peut espérer arriver à un consensus politique et en tout cas à une vérité scientifique. En tout cas, ce n'est pas par la censure. La censure et la répression de la parole, elle se justifie quand la parole constitue un délit. Et c'est vrai qu'il y a des paroles délictueuses sur Internet, sur les réseaux sociaux, et à ce moment-là, le droit nous permet déjà de poursuivre les auteurs de désinformation qui constituent un délit. Mais le fait de douter des politiques menées ou le fait de douter des consensus scientifiques actuels ou même passés, ça ne constitue en rien un délit, et surtout ça ne devrait pas devenir un délit. Or, c'est, semble-t-il, ce qui est en train de se produire. Et si on va voir du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, on verra qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précise que même les informations qui s'avéreraient être fausses participent de la liberté d'expression. Un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme précise qu'on ne peut pas limiter la liberté d'expression aux idées communément admises. Donc voilà, pour conclure, on pourrait dire que la liberté de critiquer, la liberté de contester, la liberté d'amener d'autres visions, non seulement elle est à la base du progrès scientifique, à la base du progrès social, mais elle est également au fondement de la lutte contre la tyrannie politique. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que cette politique européenne occulte aussi le fait que c'est plutôt elle qui est à l'origine de la propagande des fake news. Anne Morelli le disait elle-même dans Ceci n'est pas un complot. Elle disait elle distinguait la guerre froide, la guerre chaude et la guerre tiède, et qu'on était typiquement
dans un contexte de propagande médiatique, politique, où on ne pouvait pas parler, où on ne pouvait pas dire quelque chose qui n'allait pas dans le sens du gouvernement, mais donc la propagande, c'est eux qui sont en train de la faire. Et ça, c'est ce qui est aussi occulté. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies l'a précisé il y a quelques jours. Sans citer le nom des États, il a quand même déclaré que certains pays utilisaient la crise du Covid pour réprimer les voix dissonantes, notamment certaines voix scientifiques, et pour faire taire les médias indépendants également. Et je pense que c'est clairement la voie vers laquelle nous sommes en train de nous diriger au niveau de l'Union européenne et forcément au niveau de notre pays. Liberté d'expression bafouée, mais aussi liberté de se réunir. Hein, voilà, oui. Liberté de manifester, voilà. de se rassembler. Comment s'appelle un régime qui met en place de tels dispositifs? Alors, je vous aurais bien renvoyé vers un article de Mathias De Smet qui a été republié dans Kéros au mois de février et qui vous donnerait la réponse à cette question. Mais clairement, il s'agit d'un régime totalitaire en devenir. Voilà. Merci Valérie Tillemont. Merci.